Bonjour à toi, cher spectateur, amateur de frissons, amateur d'angoisse et aussi amateur de familles qui possèdent des petits liens un petit peu étranges avec leur passé. Et parlons donc d'un film d'épouvante qui, sur le papier, a de quoi quand même être impressionnant. Il est quand même reparti avec 2 prix du dernier festival de Gérardmer. Il a fait sensation en Espagne. Nous allons parler des Maudites, ou El Llanto en version originale, de Pedro Martín Calero. Ouais, finesse, ça va être un enfer. Je pense tout le long de la vidéo, on va avoir envie d'appeler Cabero, mais pas du tout. L'histoire, j'ai pas envie de faire trop compliqué, donc je vais vous la faire simple. On va suivre le parcours croisé de 3 femmes. Qui sont donc, tu vas m'aider parce que je vais me planter, Andrea, Camilla et Marie. Et tout à fait. C'est ça. Les 3 entretenant un lien plus ou moins particulier les unes avec les autres, mais les 3 étant persuadées, ou en tout cas quasiment sûres, qu'une présence les poursuit, ou si ce n'est les poursuit elles, poursuit leurs proches. À partir de là, il va se passer plein de choses, et j'ai pas forcément envie de vous en révéler plus, parce que ça serait dommage. Sachant que là, je vous ai dit déjà qu'il y a 3 histoires, il y a déjà un petit peu du spoil, en soi. Pour en parler avec moi, mon amateur d'Espagne préféré, mon cher Vincent, comment vas-tu? Très bien, écoute. On voyage dans le monde cette année quand même, parce qu'on a commencé avec Almodovar aux États-Unis, ensuite on a fait notre cher Paolo Sorrentino en Italie, à Naples, et donc là on retourne en Espagne pour notre plus en grand Espagne bonheur. et en Argentine. En Espagne et en Argentine, tout à fait. Les Maudites, je t'avoue que avant que tu m'en parles, je me foutais un petit peu de ce film, on va pas se mentir. C'est-à-dire que pendant le festival du cinéma espagnol à Nantes, il a été un petit peu évoqué. Donc toi, tu as pu le voir et tu m'as dit, il faut que tu le vois, c'est quand même un film qui m'a donné de sacrés frissons. Ouais. Et à partir de là, j'avoue que tu as titillé ma curiosité, que je me suis dit, si Vincent il a eu des frissons devant ça, je dois voir ce film. Le pitch étant plutôt accrocheur parce qu'il reste assez mystérieux, heureusement, plus mystérieux encore que je ne l'ai été. J'avoue que j'aime bien les films de ce style-là, les films d'angoisse pure et dure plus que vraiment d'horreur, parce que là on peut pas vraiment parler d'horreur, on peut plus parler d'angoisse. Oui, tout à fait. Si je devais faire une comparaison un peu bâtarde, je dirais qu'on est proche d'un It Follows sur pas mal de points, même si derrière il y a plein d'autres choses qui ont été digérées par Martín Calero, clairement, mais sur le papier, on pose un postulat horrifique qui a envie de jouer sur plein de tableaux, qui a envie de mêler plein d'interprétations et surtout, et c'est le point qu'on va aborder en écriture après, qui parvient à se renouveler en proposant une base qui ensuite évolue vers quelque chose de beaucoup plus profond. Je ne vais pas en dire plus et je vais me tourner vers toi, mon cher Vincent, et te demander ce que tu as pensé de ces Maudites. Bah écoute, j'ai beaucoup aimé ces Maudites, comme tu disais, j'ai découvert donc au Festival de Nantes en avant-première et ouais, j'ai été vraiment happé durant tout le film, c'est-à-dire qu'il doit durer peut-être 1h50, 2h. Et j'ai été pris jusqu'à la fin, j'ai même eu peur à la fin, en étant le cinéma un peu comme De Niro dans Taxi Driver, à me cacher les yeux, parce que la fin prend vraiment aux tripes, et tout le monde dans la salle, quand les lumières se sont rallumées, on était tous un peu perdus. Et pour moi, ouais, c'est une très belle proposition de cinéma, le film est loin d'être parfait, comme c'est souvent le cas avec... Alors moi je suis pas forcément friand du genre d'horreur entre guillemets, mais là c'est plus horreur et auteur en même temps, mais je trouve le film quand même très bon par plusieurs égards, que ce soit la mise en scène, que ce soit le cadrage, que ce soit le trio des 3 actrices, et l'histoire qu'il raconte. Je trouve le film relativement bon, voire très bon, donc c'est un grand oui pour moi. Eh ben, je vais te soutenir. Non, j'ai bien aimé. Alors, je suis pas non plus ultra enthousiaste devant le film. Je trouve que notamment, il est trop long. Je trouve qu'il a une tendance à vouloir un petit peu trop étirer, ou si ce n'est étirer, en tout cas, un peu trop diluer par moment la dramaturgie. Je dirais pas qu'il y a des scènes que j'ai retrouvées redondantes, mais il y a peut-être des thématiques que je trouve un peu maladroites, qu'on va avoir l'occasion d'évoquer sans forcément trop spoiler au fur et à mesure de la vidéo. Mais il y a des moments où j'avais la sensation que Martín Calero, il savait pas trop comment concrètement construire son idée, même si derrière, il y a des thématiques et des réflexions qui sont assez intéressantes et presque à mettre en perspective par rapport à certains personnages. Je pense notamment à Camilla, qui pour moi est clairement une métaphore du metteur en scène. Oui, clairement. Voilà, il s'est pas trop caché. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un film qui prend aux tripes, c'est un film qui est très angoissant, c'est un film qui dans son horreur n'est jamais putassier, au contraire, qui est plutôt dans la retenue. C'est vraiment un film qui veut vraiment diluer ça comme quelque chose qui doit être sous-jacent en fait à tout ce qui est présent dans le cadre. C'est pas un film qui va vous jeter à la gueule des jumpscares, c'est pas un film qui va passer son temps à vouloir créer une espèce d'ambiance ultra pesante, c'est plus un espèce de drame humain qui serait teinté de fantastique. Et je pense que là-dessus, clairement, on peut parler d'une certaine filiation avec Stephen King dans pas mal d'aspects. L'objectif est de créer une forme de naturalisme qui va plonger les personnages dans quelque chose de très concret en termes de famille ou en termes de relation avec les personnages, et ensuite de faire en sorte que le fantastique vienne comme une espèce de petite bulle
popper en plein milieu du cadre. Ouais. Ouais, mais là où, tu sais Stephen King, mais là où c'est très prenant quand tu vois un Carrie ou un Shining, c'est-à-dire que tous les personnages sont courants, alors que là, le fantastique, comme tu l'appelles, il est présent que pour les 3 femmes. Ah bah oui. Les autres ne le voient pas, donc c'est vraiment quelque chose J'ai de... dit que c'était une référence. une Je n'ai référence. pas dit que c'était clairement un hommage à Stephen King. Je vois ce que tu veux Parce dire. qu'en plus, l'objectif, c'est clairement ici de vouloir jouer sur une angoisse qui va être générée par le fait que seul le personnage qu'on va suivre va être Exactement. capable de voir cette présence. Donc forcément, par le fait de jouer avec cette base-là, on crée un affect qui est direct avec les personnages. Et après, au-delà de ça, comme tu l'as cité, au niveau de la mise en scène, c'est un film qui est très fort, Ouais. qui joue beaucoup sur énormément de contrastes et de scènes qui vont durer, qui vont prendre leur temps. Il y a vraiment des scènes, enfin, les premières visites de l'appartement sont terrifiantes, juste pour ne citer que ça, sans trop vous spoiler. Mais je trouve qu'il y a une belle manière en fait de poser la base. Et par contre, après, comme on l'a évoqué, il y a des petites maladresses dans la manière ensuite de développer tout ça et d'acheminer peut-être quelques thématiques ou même quelques parcours de personnages qui, je pense, sont un petit peu maladroits. Non, non, tout à fait. Non, mais même, tu citais la scène de la visite de l'appartement, mais je pensais surtout moi à la scène du début, qui m'a vraiment plu, mais qui, alors attention aux épileptiques surtout, parce qu'elle elle est vraiment, vraiment très forte. Il y a des faisceaux de partout. C'est une scène de discothèque, une séquence de Je discothèque. crois même que le film s'ouvre sur un Eh ben, panneau je pense disant que exactement. clairement, Parce que faites c'est vrai que là, attention. il y va fort. Et je trouve qu'en fait, en termes de mise en scène, mais on va y revenir, il déploie en fait tout ce qu'il a dû ingurgiter, parce que c'est son premier film à Pedro Martin Calero, qui vient de la publicité, et ça se sent beaucoup. Il vient des clips musicaux, il a fait notamment le clip de The Weeknd, Secrets, et tu sens qu'il a beaucoup travaillé sur plein de choses. Et là, il met tout dans son film. Et il y avait des choses, moi, qui m'ont vraiment plu, donc cette séquence de discothèque, parce qu'on va partout avec les faisceaux lumineux. Mais je pense aussi qu'Andrea, avec son copain, avec les petits messages de WhatsApp, etc., qui s'affichent à l'écran, où il y a vraiment une ambiance. Mais en même temps, des fois, comme tu le dis si bien, je trouve que le film s'étend. 2 heures pour raconter tout ça. Des fois, c'est vrai que ça se trouve en 1h45, en 1h40, le propos est un peu mieux. Oui, clairement. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Tout à fait. Donc l'écriture est développée par Pedro Martin Calero ainsi que Isabelle Peña. Tout à fait. Ce nom ne doit pas vous dire grand chose, sauf si vous êtes un petit peu adepte de cette chaîne et que vous suivez mes vidéos où je clame mon amour inconditionnel pour Rodrigo Sorogoyen, puisque Isabelle Peña est l'une des grandes collaboratrices de Rodrigo Sorogoyen. On soupçonne également que ça soit sa compagne, mais ils en parlent pas trop. Et personnellement, moi, je pense que c'est ça. Clairement, en termes d'écriture, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 visions très différentes du cinéma. C'est-à-dire que Isabelle Peña, c'est quelqu'un qui a toujours revendiqué d'avoir des idéaux très féministes, ou en tout cas très féminins. C'était toujours d'ailleurs ce qui faisait que ses scripts avaient une écriture qui mettait souvent beaucoup en relief les personnages secondaires, parce que Rodrigo Sorogoyen, que ce soit avec El Reino, que ce soit avec Asbestas, mais souvent des héros masculins en tête d'affiche. Et des Asbestas, on a senti qu'il y avait un besoin de la part d'Isabelle Peña aussi de mettre plus en avant les femmes. Ou Madré surtout. Et ça, surtout Madré. Même si Madré, personnellement, je mets toujours un gros bémol sur, sur ce qui est raconté dans Madré, notamment au travers de la fin que j'ai toujours pas vraiment réussi à élucider. Au-delà de ça, ici, ce qui est intéressant, c'est donc du coup, on va suivre 3 personnages féminins forts qui vont être plus ou moins reliés au fur et à mesure que le récit progresse. Encore une fois, on va pas vous dire pourquoi, parce que ça serait dommage de vous révéler les conditions dans lesquelles ces personnages évoluent. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est Andrea, Camilla ou Marie, c'est des femmes qui ont des parcours qui sont radicalement différents, qui ont un objectif bien distinct chacune, et qui pour autant trouvent toujours une forme de filiation logique les unes par rapport aux autres quand on progresse dans le récit. Et ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est que le film joue beaucoup sur à la fois le lien familial que pourraient potentiellement entretenir ces personnages, mais au-delà de ça, joue beaucoup sur la fatalité. Oui, tout à fait. Il y a un côté très... le destin a prévu quelque chose pour ces femmes, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et c'est un autre point que j'ai beaucoup aimé, le film est très mystérieux. Oui, le film est très mystérieux, et tu le dis si bien, comme tu disais, on va pas spoiler, même si moi j'aurais envie de spoiler. Mais pour dire, c'est que c'est vraiment la métaphore du film, elle suit l'espace et le temps, et donc on va se balader entre Madrid, Buenos Aires, et donc on se balade avec donc plusieurs protagonistes. On suit tout d'abord une première à Madrid, puis après on part en Argentine et on revient dans le temps. Et c'est ce qui est intéressant en fait, je trouve, dans la forme du récit, c'est qu'on se balade en fait dans l'espace, le temps, à travers ces 3 protagonistes. C'est ça. Et puis chacune en fait a des thématiques qui lui sont bien propres. Tout à fait. Je suis très fan de la partie avec Camilla, notamment parce qu'il y a la mise en exergue du cinéma et, et le côté voyeuriste qui fait beaucoup penser à du Michael Powell d'ailleurs. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que les 2 scénaristes ont vraiment voulu greffer une espèce de base dans laquelle le spectateur va pouvoir clairement avoir une identification propre à chacun de ces personnages. Et on va en avoir aussi envie de les juger. Personnellement, moi, j'ai pas beaucoup d'affect par rapport à Andrea,
Par contre, Camilla, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Et Marie, c'est vraiment l'essence même d'un émotionnel à fleur de peau durant 30 minutes pures où t'as aucun moyen en fait de simplement te dire quelle horreur ce qui lui arrive. Et c'est peut-être la partie que j'ai trouvée la plus intense en termes de composition dramatique. Camilla joue beaucoup sur le côté mystérieux et un petit peu de la découverte. C'est, on va dire, la partie qui va amener des clés au spectateur pour mieux comprendre finalement la situation dans laquelle se retrouvent les personnages. Andrea, du coup, pour moi, c'est un personnage qui sert un petit peu d'introduction, mais une introduction qui est souvent assez distante, qui va jouer plus sur des effets horrifiques. Pour moi, disons que si je devais découper, je dirais que Andrea, c'est la partie exercice de mise en scène, qu'on évoquera ensuite un petit peu plus. Camilla, c'est vraiment la partie qui trouve une espèce d'équilibre justement entre jeu de mise en scène et jeu d'écriture pour finalement intégrer le spectateur au récit. Et Marie, c'est vraiment juste... le climax. Voilà, c'est de l'angoisse pure et dure qui va jouer dans une composition qui consiste juste à trouver une réponse à tout ce qu'on a, et point barre. C'est marrant parce que moi je... C'est quasiment l'inverse. M'en suis douté. Non mais j'ai beaucoup aimé le personnage d'Andrea, pas parce que c'est Esther Exposito, mais je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose et on est vraiment dans son histoire en fait, à l'école, où il y a quelque chose avec son copain qui est en Australie. Moi j'étais vraiment complètement dedans. Après j'aime beaucoup aussi la partie avec la caméra à l'épaule, où on suit la gamine dans les rues de Buenos Aires. Donc c'est super intéressant. Et Mathilde, je dirais que c'est le... Bon, c'est le moment qui fait le plus peur, mais aussi celui qui m'intéresse le moins. Un peu pour le personnage. Je sais pas, mais en tout cas... Ouais, non, mais je peux comprendre. Mais après, je comprends tout le point de vue. Et c'est le propre, justement, de ces récits où il y a trois parcours croisés, c'est que forcément, au bout d'un moment, chacun a sa manière d'aborder les personnages. Je te propose qu'on saute quand même dans une petite partie spoil, parce que je sens que tu as très envie de raconter des choses, donc le petit timecode apparaît juste là. Pour faire simple, alors, Marie est la mère d'Andrea. Camilla est une femme qui est obsédée par Marie, et le lien que l'on peut trouver entre les trois, c'est simplement que Marie va mourir à cause de ce qui la travaille, Camilla va mourir à cause de ce qui travaille Marie, et Andrea va mourir à cause de ce qui travaille Marie. Tout à fait. Voilà. Donc disons que c'est une espèce de possession qui traverse le temps, et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas réellement de clé sur qu'est-ce qui fait que ces femmes se retrouvent pourchassées par une entité qui est donc incarnée par un grand monsieur vieux et moche qui a l'air d'aimer beaucoup taper les femmes. Tout à fait, c'est vraiment je pense que c'est vraiment la métaphore de la violence qui s'exerce contre les femmes, donc la violence patriarcale. Et on voit ce grand monsieur, donc qui est une sorte d'entité. Moi, je dirais, j'ai un peu perçu comme le gigantesque personnage dans Twin Peaks, mais là, il fait pas très gentil, il fait vraiment très très peur. Et donc, il s'approche de ces trois femmes dans des espaces et des temps différents, et il va les malmener. Ce qui est super intéressant, donc là, on est vraiment dans le spoiler, mais ce qui est super intéressant pour ceux qui l'ont vu, donc c'est qu'Andrea, elle le voit seulement avec sa caméra. Donc il y a tout un jeu avec sa caméra quand elle se prend en selfie, quand elle appelle son copain par WhatsApp avec la vidéo, où elle le voit, mais les autres ne le voient pas. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, je trouve, où on a ce côté-là. Et donc Camilla va faire pareil avec sa caméra. Sans sa caméra, elle ne le voit pas, mais dès qu'elle se met à filmer, elle va le voir. Et il y a un côté que je trouve qui est très intéressant là-dessus. C'est très métaphorique dans le sens où la captation vidéo est un médium qui permet de trouver les entités. De toute façon, c'est toujours un truc... Là-dedans, on peut clairement dire que les deux scénaristes se sont réellement inspirés de l'essence même du cinéma. Ça veut dire que à partir du moment où on a pu filmer de l'horreur, ce qui a été intéressant, ça a été de jouer justement sur la place de l'image au sein de tout ça. Que ça soit dans un premier temps avec la photo qui a été beaucoup utilisée. Même encore aujourd'hui, c'est un médium dans lequel on a envie de voir beaucoup de choses. Ça a toujours été intéressant de justement se dire que dans une photo, parfois, il y a des abstractions, soit de l'image, soit de l'objectif ou des choses comme ça, qui créent des espèces d'éléments où on se dit tiens, c'est bizarre, ça ressemble au visage de quelqu'un dans le fond. Et je pense que le fait d'avoir joué justement avec cette idée-là au travers de l'écriture et de faire du médium audiovisuel, parce que là c'est vraiment le médium audiovisuel pour le coup qui est au centre de ça, au travers de la vidéo pour Camilla et ensuite du smartphone pour Andrea, l'objectif c'est clairement d'amener une métaphore sur la captation vidéo. C'est le seul moyen d'avoir une preuve, de dire c'est tangible, de dire qu'à ce moment-là j'ai réussi à capter quelque chose. Et c'est d'ailleurs ce qui est de manière globale, toujours demander aux femmes qui sont battues. Est-ce que vous avez une preuve, au-delà des paroles, au-delà des non-dits, au-delà de peut-être un bleu ou un truc comme ça? Est-ce que vous avez une preuve? Est-ce que vous avez une vidéo? C'est intéressant justement d'avoir ça comme perspective. Et même, je pense que tu l'as noté aussi, mais tous les moments où par exemple Andrea le raconte à ses parents et que ce soit le père et la mère ne veulent pas l'entendre, ne disent qu'elle est un peu tombée dans une folie, ou que ce soit Camilla avec ton prof de cinéma qui fait que lui dire mais non mais tu t'imagines des choses. Il y a tout un côté où voilà, ces métaphores elles servent à insister sur le côté où on n'écoute pas les victimes
et on est vraiment dans un délire de dire bah non, tu sombres dans la folie alors C'est ça. qu'on prend pas le temps de comprendre la personne. Prof de cinéma d'ailleurs, sur lequel on peut greffer une autre métaphore, puisque clairement on n'est pas loin d'un prédateur sexuel qui va absolument tout avoir à fait, Camilla ouais. dans son bureau pour lui Oui. expliquer que son court-métrage est de la merde, alors que dans son bureau peut-être qu'il n'aurait pas finalement dit que c'était de la merde. Bref, ça c'est une autre métaphore, mais c'est ce qui est intéressant dans le développement en tout cas des personnages, et même des personnages masculins de manière globale. Ils sont clairement montrés comme des espèces de manipulateurs quasiment tout du long, ou quand si ce n'est des manipulateurs, des gens qui préfèrent avoir une distance, ou en tout cas un regard qui soit complètement lointain par rapport à la fatalité qui semble poursuivre ces femmes. J'ai trouvé ça très intelligent, et encore une fois, c'est pas lourd comme métaphore, c'est pas genre le patriarcat c'est horrible, les femmes elles ont réussi non, du tout. Non, du c'est tout. plus subtil et c'est vraiment élégant, c'est juste montrer qu'il y a une fatalité que le temps a tendance à créer comme une espèce d'hérédité sur des personnages et qui les poursuit. Ouais. Et derrière, le seul moyen de s'en sortir, bah, c'est finalement de trouver un soutien avec des proches. Et si c'est des femmes, on trouvera forcément un soutien plus fort que si c'était des hommes. Oui, tout Et à le fait. film se termine là-dessus, sur littéralement une sororité qui se forme et qui permet de créer un soutien entre des personnages. C'est d'ailleurs très fort de finir là-dessus parce que on finit sur une fatalité qui va jusqu'au bout, clairement. Et pour autant, on trouve une lumière quand même là-dedans. Je sais pas, je peux pas te dire, je fermais les yeux. Ah non, mais j'ai trouvé ça très beau du coup de finir sur cette, Ouais, sur cette lumière, sur ce positif, Oui, non, mais c'est vrai, sur cette idée que justement les personnages peuvent trouver une forme pas de plénitude, mais en tout cas une porte de sortie à cette horreur par le soutien les unes aux autres. Et j'ai trouvé ça assez fort et c'est bien de finir là-dessus, de pas finir sur une note uniquement d'angoisse, mais aussi de finir sur une forme de lumière, de se dire l'horreur elle existe, elle est là elle est vraiment poussée à l'extrême. Mais on peut toujours y trouver une forme de justice lorsqu'on arrive à trouver du soutien avec des proches. Tout à fait. Purement dans le sens. En termes de mise en scène, donc comme l'a si bien dit Vincent, Pedro Martín Calero, c'est son premier long métrage, mais il a derrière un travail en tant que publiciste et clipper. Ça se sent d'ailleurs le côté clipper, tu as bien fait de le citer au tout début, mais au-delà de certaines séquences, au-delà de certains effets, il y a vraiment une envie de vouloir se servir du cinéma comme d'un moyen d'explorer les limites de celui-ci. C'est-à-dire que le stroboscope au début n'est qu'une démonstration parmi tant d'autres de comment on filme quelque chose qui peut être difficile à montrer. C'est-à-dire qu'encore une fois, montrer une conversation au téléphone, je crois que c'est le truc le plus compliqué qu'il y a au cinéma, si tu n'arrives pas à mettre le bon effet de style pour faire en sorte que ça ait un petit peu d'esthétisme, ou si ce n'est d'esthétisme, en tout cas une certaine logique. Et je crois que la seule fois où j'avais vu un truc qui passait à peu près bien dans le genre, je crois que c'était Non-Stop, avec Liam Neeson devant Nicolas Serra, où là il y avait des effets de tension qui étaient générés par la place des SMS justement dans l'écran. Et c'était la vraie bonne idée de mise en scène de ce film, parce que sinon, on va pas se mentir, c'est comme les 3/4 des films de Romeco et Serra avec Liam Neeson. C'est sympa, mais au bout d'un moment, c'est long. Là, disons qu'il y a vraiment des moments où j'ai trouvé que le metteur en scène espagnol proposait des instants où j'étais en train de me dire ah la vache, ça a de la gueule. Ça c'est vraiment intelligent, c'est vraiment angoissant. Et encore une fois, il y a cette idée de se servir du cinéma comme d'une possibilité d'expression de la noirceur du monde de manière métaphorique. C'est pas uniquement genre on va te balancer des images qui font peur, on va te mettre des gros jumpscares, des trucs comme ça. Il y a même des moments, et ça m'a beaucoup surpris, où on ne voit rien. Oui, c'est assez sombre. Andrea, dans l'appartement. Oui, on voit pas grand chose. Et c'est super bien. Parce que le fait de ne vraiment rien voir, ça crée une angoisse instantanée. Et au cinéma, on a tellement tendance à vouloir tout montrer, tout expliquer, tout souligner, ou même juste suggérer, que le fait de là, avoir juste ça, et je citerai même une autre scène que je ne vais pas trop spoiler, mais la scène du briquet. Oui, exact. Celle-là, elle est vraiment bien. Elle est exceptionnelle parce que pareil, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de son, il n'y a pas un travail de l'attention qui soit surappuyé, mais l'effet, il fonctionne hyper bien parce qu'il est silencieux et pourtant il est là. Et honnêtement, je pense que dans ta salle, ça a dû faire un... Oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est la démonstration que lorsqu'un bon cinéaste prend de l'horreur, il peut toujours réussir à trouver quelque chose de juste pour équilibrer ça et faire en sorte que ce soit de l'horreur qui prenne son temps et surtout qui surprenne le spectateur. Non, c'est vrai que je pourrais rebondir là-dessus, c'est que le réal, ça se sent qu'il a une patte, comme on le disait un peu en introduction, c'est cinéma d'horreur certes, mais c'est cinéma d'horreur d'auteur, entre guillemets, où il y a vraiment une patte, où on sent, bon, il a fait l'étude de cinéma Lecam à Madrid, on sent qu'il y a vraiment un travail, comme on le disait, sur la publicité, sur la lumière, sur le hors-champ également, il se passe beaucoup de choses en suggérant via la métaphore bien évidemment, mais également à travers le hors-champ, même au niveau du cadrage. Et je pense qu'aussi le côté qui est sympa, c'est que comme c'est une coproduction entre la France, l'Argentine et l'Espagne, il a pu filmer tant à Madrid qu'en Argentine, à Buenos Aires, et j'ai trouvé ça super sympa parce qu'on a une kyrielle
de plans qui sont super beaux, que ce soit autant en Argentine qu'en Espagne, et on se balade en fait entre les deux villes avec ces différentes protagonistes, et j'ai trouvé ça vraiment très intelligent. Bah oui, parce que sympa. ça offre une diversité d'architecture en fait. Genre je pense à cet immeuble qui à mon avis n'existe pas du tout. Hein. Je pense pas non plus. Je pense vu le cadre dans lequel il est, il n'existe pas. Mais cet immeuble par exemple est fantastique d'un point de vue esthétique parce qu'il crée une tension sans avoir besoin d'en faire grand chose. Et accessoirement, je suppose, attention, je vous le dis tout de suite, que c'est une métaphore phallique particulièrement bien appuyée. Vu la gueule de cet immeuble, vu comment il est utilisé, je pense très sincèrement que c'est une métaphore phallique. Après, je pose ça, vous vous démerdez, mais vraiment, je pense que d'un point de vue esthétique, ils se sont dit, j'avais pas fait le rapprochement personnellement. Comment essayer de montrer que ce truc fait peur? C'est vrai. Il y a une grosse bite. Mais perso, j'avais pas fait de rapprochement, mais moi, je t'avoue qu'avec le temps, j'ai commencé à me dire c'est bizarre quand même parce que le reste de cette ville, il est plat comme c'est pas permis. Il a l'air d'avoir aucun relief, mais il y a cet immeuble qui est immense et on n'en voit quasiment pas le bout. Je me suis dit il y a forcément un truc et je me dis qu'il y a un truc qui est appuyé derrière. C'est pas subtil, mais je trouve ça rigolo de s'être dit, vas-y, comment on va réussir à incarner l'angoisse qui va manipuler les personnages. Faisons ça. Mais au-delà de ça, de manière globale, je trouve que le film, on pourra lui reprocher plein de trucs, comme je l'évoquais, il est beaucoup trop long. Il y a des séquences qui sont quasi contemplatives et pas forcément très utiles. Je trouve notamment que le segment avec Camilla, tu vois, j'étais en train de te dire que j'adorais ce segment avec Camilla, je le trouve trop long. Ouais, je trouve un peu long. Moi, surtout à la fin, avec pas la fin, mais toute la partie avec le mari de Mathilde ou le père ou que sais-je, là qui sont dans la maison. Et d'ailleurs, c'est très bien suggéré qu'il y ait une petite forme de tension très bizarre sur la relation qui peut entretenir Marie et ce père Marie, en fait, on sait pas trop. Et bref, là, j'ai trouvé ça un peu long, les discussions avec Camilla qui est dans la chambre, qui se parle, etc. C'est ça. Et puis pas forcément très bien suggéré ou appuyé. Et ça. Non. C'est la partie où on peut se demander qu'est-ce qui doit être traduit comme métaphore ou en tout cas comme réflexion. Est-ce que c'est que le personnage doit être une forme d'angoisse ou est-ce que c'est juste là pour créer une espèce de suspens dans l'attente de ce qui va subvenir derrière. C'est là qu'on voit les petites maladresses. C'est comme je l'évoquais en fait. C'est très surprenant, mais c'est un drame humain filmé comme un film d'horreur. Mais avant tout, ça reste un drame humain. L'objectif est de suivre des personnages, de les voir évoluer, de les comprendre, de suggérer certains instants, de mettre des tensions ou des relations un petit peu ambiguës en place. Et c'est ça l'objectif principal. L'horreur ne vient comme une espèce d'ajout finalement que pour appuyer un peu plus le côté les relations qui sont traversées par les personnages sont toxiques et vont avoir une incidence sur eux au fur et à mesure que le temps arrive. Et c'est très bien fait en termes de mise en scène par contre cette partie-là. C'est long, c'est un petit peu maladroit, il y a des instants où on pourrait se dire ça pourrait être mieux travaillé, ça pourrait être mieux acheminé, ça pourrait être plus tendu, plus juste. Mais à la fin, ce qu'on retient, c'est surtout que c'est fort parce que c'est angoissant. Et il y a vraiment des scènes qui sont particulièrement tendues, je trouve, avec finalement très peu de choses, Moi, je trouve qu'en plus, le réel, il fourmille d'idées, comme on disait, la séquence de discothèque, la séquence du briquet. Il y a vraiment beaucoup d'idées et qui fait que sa mise en scène, pour moi, c'est un grand oui. Elle est peut-être imparfaite, mais c'est un oui. C'est franchement validé. Mais je pense qu'elle est imparfaite parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui n'arrivent pas justement à équilibrer pleinement ça. Oui, bien sûr. Qui se perdent un petit peu dans ce qu'ils ont envie de faire, mais qui pour autant arrivent toujours à trouver une forme de justesse dans la manière d'acheminer l'angoisse et dans la manière de faire en sorte juste de faire peur aux spectateurs. Je pense que c'est peut-être, tu vois, on dit souvent que le plus dur, c'est de faire rire. Je pense que c'est vraiment aussi de faire peur aujourd'hui. De faire peur, bien sûr. Parce que la peur, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose que peu de réalisateurs arrivent parfaitement à maîtriser. Et pour autant, il y a vraiment des cinéastes qui arrivent à porter ça et qui, comme ici, avec Martin Calero, arrivent à donner lieu à des moments qui sont très forts et très puissants. Je te l'ai dit par WhatsApp, mais je te le redis, moi j'ai haut et fort que vraiment le film, j'ai eu peur. Ça faisait longtemps qu'au cinéma, j'avais pas eu peur, ou j'étais pas ressenti avec une certaine angoisse. Et là, quand je suis rentré, j'ai fait wow. Ça fait quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Au cinéma, je pense encore plus. Ouais, clairement. Je te propose qu'on passe au casting. Parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire. Alors, j'aurais pas dit parfait, tu vois. J'aurais dit qu'il était très bien, par contre. Il y a vraiment des belles trouvailles. Je trouve notamment au niveau des actrices principales, il y a quelque chose de très fort. Donc, dans l'ordre, Esther Exposito, dans le rôle d'Andrea. J'ai beau avoir moins d'attache avec le personnage, je trouve l'actrice particulièrement impactante, très juste. Mathilde Olivier dans le rôle de Marie est fantastique. Ouais, j'ai bien aimé. Je la trouve très forte. Le rôle est compliqué et pour autant elle arrive très bien à s'en sortir. Tu vas m'entendre, mais c'est Malena Villa, moi que j'ai envie de retenir. Enfin, j'ai trouvé. J'ai trouvé bonne aussi. Dans le rôle de Camilla, le rôle est compliqué. Moi, je les ai trouvées toutes les trois très. Et vraiment, elle, je trouve que c'est celle qui ressort le plus parce que je pense qu'elle a réussi à capter quelque chose de très fort.
et très touchant. Ensuite, dans les rôles plus tertiaires, on va avoir Claudia Rosset, on va avoir Lios, on va avoir Sonia Almancha, on va avoir Thomas Delestal, on va avoir Lautaro Bettoni, on peut citer aussi Alex Moner. Moi, j'aurais surtout envie de citer José Luis Ferrer, qui joue le fameux monsieur qui poursuit les personnages. Ok, ouais, mais... Et très jolie présence physique à l'écran, hein. C'est pas facile de jouer ce genre de personnage, mais vraiment très très fort. Mais après, c'est vrai que tout repose sur toutes les trois. Oui, c'est ça. Donc, une actrice par nationalité de la production. Clairement. Et je trouve qu'elles s'en sortent. Moi, pour le coup, je les mets vraiment sur le même piédestal, parce que je trouve qu'elles jouent toutes bien leur partition, en fait, parce que c'est des rôles qui sont quand même très différents. Chacune des unes quasi des autres. opposées même par moment, parce que Andrea n'a rien à voir avec Camilla, qui n'a rien à voir avec Marie. Et qui plus est, Marie, elle s'exprime dans notre langue, donc en français. Donc elle a ce côté où elle parlait pas espagnol, donc elle a dû communiquer en anglais, etc. Et je la trouve vraiment bonne. Elle a un côté très roux de Euphoria, pour ceux qui ont vu un peu le rôle de Zendaya, où elle joue la droguée, où elle se balade de ville en ville, en discothèque. Et je la trouve vraiment très très juste. Et tout comme l'actrice argentine. Même Alena Villa, pour moi, de toute façon, elle est fantastique. Elle est impactante du début à la fin, et je la trouve très juste dans sa manière de jouer justement la voyeuriste qui se fait prendre à son propre jeu, et qui pour autant va essayer de s'en sortir par le biais justement de ce voyeurisme. C'est très fort. Et Esther Esposito, elle est vraiment impactante aussi. Elle a une manière plus spontanée en fait de jouer le rôle, et pour autant je la trouve très juste, parce qu'elle va jamais dans le trop plein d'émotions. Je pense par exemple à la scène devant son ordinateur, tu vois, elle aurait pu en faire beaucoup plus. Et ça aurait pu sonner comme maladroit. Et pour autant, elle a réussi à très bien équilibrer son jeu, à faire en sorte que cette scène soit vraiment vecteur d'angoisse, pure et dure. Et je trouve du coup que sa prestation y est pour beaucoup. Mais tout comme Mathilde Olivier, il y a vraiment des scènes où je la trouve fantastique. Je trouve que la scène, lorsqu'elle sort de la chambre de Camilla, après qu'il se soit passé ce qui se soit passé, elle marche du feu de Dieu, et elle est hyper forte. Non, mais de toute façon, moi les trois validés. Tu l'as très bien cité, les trois actrices sont clairement à valider. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de ces Maudites ou El Llanto? Eh ben écoute, pour l'instant, je retiens un très bon premier film de Pedro Martín Calero, donc comme tu l'as si bien dit, en collaboration avec Isabel Peña. Trois très bonnes actrices, une histoire qui est franchement super intéressante à suivre, peut-être imparfaite, mais je me suis clairement laissé porter. Et pour moi, c'est un grand oui, un bon 4 sur 5, un très bon film. Eh ben je vais te soutenir. Allez le voir. Je pense que si vous êtes en manque de bonnes pépites horrifiques qui font du bien, qui font peur et qui sont bien équilibrées, vous allez trouver votre compte avec ce long métrage là. Vous y trouverez des maladresses, bien évidemment, on l'a évoqué, il y a une tentative de longueur qui pour moi est foirée, il y a des instants de suspension qui sont pas bien amenés, mais on a un vrai metteur en scène qui se plonge dans son sujet, qui par le biais de sa co-scénariste arrive vraiment à livrer quelque chose de complet, qui par le biais de ses trois actrices principales et plus arrive à vraiment livrer un ensemble de performances qui est très impressionnant. Donc Les Maudites de Pedro Martín Calero, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas, allez-y. Franchement, allez-y. Mon cher Vincent, je te dis à très vite. J'espère. Je l'espère comme d'habitude. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. C'est bon de le rappeler, ne tapez pas les femmes. Voilà, c'est con de le dire, hein, mais vu qu'aujourd'hui il se passe un peu n'importe quoi et que les violences conjugales sont de pire en pire, tapez pas les femmes, ça sert à rien, ça résoudra pas les problèmes.